Municipal 2026, cap sur l'accessibilité. Maxime Basile. Je viens vous dire que oui, évidemment, je serai candidat aux élections municipales qui se tiendront les 15 et les 22 mars prochains. Parce que ici, à Nantes, et à toutes les époques, on a connu des élans de liberté. Ras-le-bol qu'on dise que Marseille est une ville sale, violente, infestée de rats, de punaises de lit. Où personne à Lyon ne désencadrera les loyers. Emmanuel Grégoire ne porte pas uniquement un bilan, il est aussi le candidat du dépôt de bilan de Paris. Grégoire, c'est Hidalgo Empire. Portez le message de Nice. Oui les amis, on va faire gagner Nice et on va faire gagner la France. Bonjour et de nouveau bienvenue vous qui nous rejoignez. Voici le 3e épisode de votre podcast. Cap sur l'accessibilité. Nous voilà donc dans la ville d'Évry-Courcouronnes, ville de 67 000 habitants où 3 listes concurrentes s'affrontent pour les municipales. Celle du maire sortant Stéphane Baudet, qui se revendique sans étiquette, celle de Julien Monnier, soutenu par les écologistes, et celle de Farida Amrani, candidate de la France Insoumise. Il n'existe pas à l'heure actuelle de sondage pour cette ville, mais l'on craint que le premier parti de ces municipales soit l'abstention. En effet, pour les dernières municipales de 2020, elle avait atteint le chiffre record de 72,89%. Mais il est vrai que nous étions dans le contexte particulier de la Covid. Aujourd'hui, pour cet épisode, nous nous rendons d'abord au gymnase des Loges où Philippe Durieux entraîne une puissante équipe de handi-tennis de table et vous allez voir, ce n'est pas le sens de la victoire qui manque à cette équipe. Cap sur l'accessibilité. Cap sur l'accessibilité. Quand a été créé ce club et qu'est-ce qui a conduit à sa création ? Eh bien, c'est un club qui est assez âgé. C'est un club qui a été créé en 1987. Et un des créateurs de ce club est l'actuel président, Régis Perronnet. Ce club est affilié à la Fédération française handisport. Nos sportifs sont des gens soit en fauteuil roulant pour des blessures médulaires, soit avec des attelles ou autres qui jouent debout. Et notre club gère l'entraînement et la participation aux différents championnats de ces athlètes dans cette fédération. Eh bien, en fait, il y avait une demande de sportifs. Il faut dire, dans les années 80, les sports qui entraînaient les valides ne se préoccupaient pas trop des personnes en situation de handicap. Il y avait quelques clubs dédiés à des personnes en situation de handicap, mais uniquement, c'est le cas de l'ASE Handisport d'Évry, où moi j'entraîne que des personnes en situation de handicap. J'entraîne par ailleurs dans d'autres clubs valides, mais en ce qui concerne l'ASEH, ce ne sont que des personnes en situation de handicap. Et donc pour répondre à cette demande, certains clubs se sont formés. Il faut dire que depuis les années 90-2000, beaucoup de clubs valides ouvrent une section spécifique pour les personnes handicapées, mais ce n'était pas le cas à l'origine. Et donc, il fallait avoir des gens qui soient formés pour pouvoir ne pas mettre en danger des personnes en situation de handicap à pratiquer un sport comme tout sport. Et donc, moi j'ai été formé, là en l'occurrence je suis donc moniteur qui a été formé par la Fédération française handisport pour pouvoir s'occuper au mieux de personnes qui ont une déficience de façon à ne pas les mettre en danger en leur faisant pratiquer un sport. Notre sport, comme il y avait une réelle demande, on a, depuis les années 87, entraîné beaucoup de joueurs qui ont été à très haut niveau. On a 6 titres para-olympiques, à Atlanta en 96, à Sydney en 2000, à Pékin en 2008. Des joueurs qui ont soit une déficience en étant debout, avec des attelles, avec des aides à la marche, soit des joueurs en fauteuil. J'ai fait des doubles avec Vincent Bourri. C'est un joueur qui a participé à 5 Olympiades. Donc on a des joueurs qui ont été au niveau para-olympique. On a 15 titres de champion d'Europe, 10 titres de champion du monde
Et si je fais la somme, pour te donner une idée, depuis la création de la SEH, si on compte les podiums, les pongistes d'Evry ont gagné 1612 podiums, donc aussi bien médaille d'or, d'argent ou de bronze. Wow. Donc c'est pour te donner une idée un petit peu de l'ampleur, un simple club handisport, sachant que pendant 31 saisons, on a été sacré premier club français. Comment êtes-vous placé en fait dans le classement français ou européen ? Alors, au niveau du classement français, au titre des championnats de France, on a depuis 87, on a 194 titres de champion de France, tu vois, et nos joueurs, de plus en plus, depuis les années 2000, la Fédération internationale de tennis de table a fait en sorte de permettre de faire jouer des joueurs en fauteuil face à des gens valides ou des joueurs handicapés debout face à des gens valides, ce qui permet l'émancipation de ces joueurs handicapés qui se confrontent à des joueurs valides. Donc c'est un gros plus. Par exemple, pour te donner une comparaison, on ne peut pas mettre sur un même terrain des joueurs de basket valides face à des joueurs en fauteuil. Ils se blesseraient, ce ne serait pas possible. Nous, notre club a cette faculté-là, notre sport, a cette faculté-là qu'il permet à des joueurs handicapés de se mesurer face à des valides, avec quelques règles d'aménagement au service, mais tout ça est reconnu par l'ITTF, l'International Table Tennis Federation. Qu'est-ce qui différencie l'handi-tennis de table du tennis de table ? Alors, il faut savoir, donc, qu'il y a deux grandes familles. Il y a les joueurs qui jouent debout, certes avec une aide, ils peuvent jouer avec une béquille d'ailleurs, ou ils peuvent jouer avec une attelle, ils peuvent jouer avec une lame, tu sais, des personnes amputées qui ont une lame. Donc il y a deux familles, ces personnes-là qui jouent debout, et l'autre famille, ce sont les joueurs assis. Les joueurs qui jouent debout ont les mêmes règles de jeu que les joueurs valides. Les joueurs qui jouent comme moi en position assise, il y a une seule règle, enfin une règle majeure qui est liée au service. Tu as vu comment sont les tables, tu as une ligne de fond et ce qu'on appelle des petits côtés sur les parties donc latérales. Eh bien, quand on joue face à une personne en fauteuil, que l'on soit soi-même en fauteuil ou debout, il ne faut pas qu'au service, la balle sorte sur les petits côtés, les côtés donc latéraux. Si la balle sort sur les petits côtés, la balle elle est à remettre comme un net, d'accord ? Comme si la balle avait touché le filet. Il faut absolument que la balle sorte en fond de court. Et sinon, tout le reste du jeu est totalement identique au jeu face à des valides. C'est vraiment la seule différence, ce qui fait que, avec cette possibilité-là, on peut très facilement faire jouer en compétition une personne complètement valide ou une personne amputée avec une lame, par exemple, face à une personne en fauteuil. Ce qui permet donc la grande mixité, c'est ça aussi le plus de notre sport. Dernière question, comment est-ce que ce sport, la pratique de ce sport de tennis de table, handi-tennis de table, facilite l'intégration des personnes, des joueurs ? Eh bien, écoute, c'est une question qui est majeure, parce qu'effectivement, pour une personne handicapée, faire du sport, c'est un vecteur d'insertion avec des personnes valides. Le taux de chômage des personnes handicapées est le double de celui des valides. Et souvent, beaucoup de personnes handicapées se retrouvent recluses à rester chez elles. Et le sport, c'est un moyen pour elles de rencontrer d'autres gens, d'avoir une activité qui, je mets les guillemets avec mes doigts, qui soit donc normale pour elles et de faire une activité sportive. Je suis également membre du comité départemental handisport de l'Essonne. Et à ce titre, je fais des interventions dans les écoles, dans les centres de loisirs, destinés pour les enfants valides. On va des enfants qui ont 5 ans jusqu'à des jeunes adultes. Et on fait des sensibilisations dans des sports justement donc para-olympiques ou dédiés à des personnes handicapées, comme je t'ai parlé de la boccia, je t'ai parlé du rugby fauteuil. On a un parcours cécité. On a un joueur de cécifoot. Le fait de s'adresser à ces jeunes-là leur permet de bien appréhender et de connaître le handicap. Et quand ils se trouvent face à des personnes en situation de handicap, eh ben, ils sont bien plus bienveillants
qui ne l'étaient avant parce qu'ils ont compris les enjeux et on leur explique également cette notion sociale d'intégration et c'est très important. Porte-gare d'Évry-Courcouronnes Centre, place des droits de l'homme. Un peu plus tard, c'est dans un café non loin de l'hôtel de ville que nous retrouvons le maire Stéphane Baudet. Monsieur Stéphane Baudet, bonjour. Bonjour. Quel est, selon vous, l'état de l'accessibilité de la voirie de votre ville aux personnes en situation de handicap ? Si je devais, à l'honnêteté, de vous dire les choses telles qu'elles sont, c'est en progression, mais ça reste évidemment insuffisant. Il faut savoir qu'à Évry-Courcouronnes, c'est quasiment 300 km de voirie. Et donc de facto quasiment 600 km de trottoir. Et par conséquent, on a depuis des années les lois sur l'accessibilité, je crois que la plus importante doit dater de 2005, font qu'on a des obligations. Et donc dans ces obligations et dans un schéma de voirie et d'accessibilité tout à fait particulier, on a usé de deux moyens, d'abord y compris avec des visites sur le terrain avec des personnes à mobilité réduite. Alors évidemment, personnes à mobilité réduite liées clairement au handicap, celles et ceux qui ont du mal à se déplacer, qui sont en fauteuil roulant, celles et ceux d'ailleurs qui sont techniquement en fauteuil roulant électrique ou manuel, puisque c'est pas les mêmes lacunes, etc. Celles et ceux qui sont sourds, muets et ou non-voyants, de manière à essayer de cibler des endroits où par des alertes, par des bandes au sol, par des reprofilages de trottoirs, on pouvait essayer d'accompagner des cheminements, notamment autour des grands pôles administratifs, commerciaux de la ville, puisque je le rappelle, nous sommes une ville-préfecture, une ville capitale, il y a 45 000 emplois, 30 000 étudiants, un immense centre commercial, et donc je crois pouvoir dire que sur le centre-ville, on est quand même maintenant accessible quasiment partout. Je crois qu'on peut dire qu'on a pas mal avancé avec Mélinda Féval, qui était mon élu en charge de ces questions sur ce mandat-là, mais je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que la ville est grande, il y a des périmètres où il faut continuer d'avancer, et vous le savez bien, on n'a pas forcément toujours la capacité financière, ni la capacité à faire d'ailleurs, pour être capable de renouveler 400, 500, 600 km de voirie en très peu de temps. Et donc voilà pour la voirie, et qu'en est-il pour l'espace public ? Pour moi, les deux sont liés. Vous êtes ici dans une ville, ex-ville nouvelle, je le disais tout à l'heure, qui a été construite dans les années 70, programmée à l'aménagement à partir de 1967, dans une culture des aménageurs, c'est important d'avoir ça à l'esprit, qui était la culture de la séparation des flux. Donc c'est une ville qui se voulait piétonne, et quand je dis séparation des flux, c'est très souvent ce qu'on a appelé la politique des dalles, dans les quartiers, dans les centres-villes, et assez paradoxalement, évidemment ces dalles sont circulables, mais elles n'étaient pas nécessairement accessibles, faut souvent y monter par de très 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 longs escaliers, et aujourd'hui, 50 ans après, on n'est plus dans la culture de la séparation des flux, on est dans la question de la mixité des flux, c'est-à-dire que tout doit être remis à niveau, et l'espace public doit être complètement partagé. Il doit être évidemment partagé avec toutes celles et ceux qui n'ont pas de soucis particuliers, il doit être partagé avec les modes doux d'aujourd'hui, il doit être partagé avec des voitures qui, quand elles restent en centre-ville, doivent rouler plus doucement, et il doit être partagé évidemment avec celles et ceux qui sont en difficulté de déplacement, quelle que soit la nature, alors ou du handicap, ou j'ai été longtemps président d'un gros réseau de bus, d'ailleurs j'avais fait installer à l'époque, c'était assez novateur, les premières rampes électriques des bus pour en améliorer l'accessibilité. Nous sommes sur une ville aujourd'hui qui, si elle est accessible, elle doit l'être à tout le monde, et y compris, parce qu'on n'en parle pas souvent, je pense à l'accessibilité des bus notamment, il n'y a pas qu'une personne frappée de handicap qui peut avoir une difficulté de déplacement. Ça peut être une maman avec une poussette, ça peut être une maman avec un cabas dans un bus, etc. Et donc tous ces cheminements-là, qu'il s'agisse d'espaces publics ou de trottoirs ou de voiries, d'espaces piétons en général, on doit aller vers véritablement une mixité complète d'usage. Donc il y a des secteurs de la ville, c'est le cas dans le centre-ville, c'est le cas dans le centre de Courcouronnes, c'est le cas dans certaines rues du vieux village d'Évry, où on est passé en zone mixte, zone 20, parfois en zone 30, et où on a une mixité totale. Je pense par exemple devant le collège Paul Fort, on a fait une expérimentation, et où la voirie est entièrement mixte, piétons, liaisons douces et véhicules. Donc là encore, on avance, mais à l'échelle d'une ville de 80 000 habitants, qui est une grande ville, et où évidemment tout ne peut pas se faire en même temps. Et donc forcément, on priorise. Et quand on priorise d'abord les équipements publics, par nature, l'accessibilité aux écoles, l'accessibilité aux services publics, puis après l'accessibilité aux
au commerce, etc. Et on décline petit à petit ainsi. Quand vous dites zone 20, zone 30, à quoi ça fait référence ? Ça fait référence à des secteurs en ville où la voiture... En fait, quand j'évoquais, c'est important de comprendre ça, et merci de votre question, quand j'évoque une ville construite à l'ère de la séparation des flux, ça veut dire une ville où il y a, d'une certaine manière, le tout piéton sur la dalle, et donc il y a le tout bagnole sur la route. Et donc le tout bagnole, avec tout ce que ça veut dire. Pour ceux qui connaissent le centre-ville d'Évry-Courcouronnes, on a un quadrilatère de boulevards urbains qui sont quasiment des autoroutes, sur lesquelles la question de la reconquête de la sécurité, de la mixité d'usage liaison douce passera par, et on l'a commencé, puisque sur une des 4 artères de ce quadrilatère, on a fait des travaux cette année où on a enlevé des voiries de voitures pour y mettre des liaisons douces. Et donc il y a des zones 20, c'est-à-dire une zone qui est entièrement mixte. Souvent c'est à la base d'un événement, c'est-à-dire une forme de surélévation sur 20, 30, 40 ou 50 mètres, et où doivent cohabiter en totale sécurité piétons, cycles, trottinettes, mais également voitures. Dans quel domaine, ou si vous voulez, pour quel type de handicap, trouvez-vous qu'il y en a encore le plus à faire ? Je crois pouvoir dire que c'est un peu tout ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire qu'en fait, par porosité, quand vous attaquez sur 300 km de voirie et 600 km de trottoirs, les rénovations sur 2 axes, à la fois les équipements prioritaires que l'on vient d'évoquer, mais également les espaces qui sont en rénovation. Par exemple, on vient de refaire entièrement le quartier de la gare du Bras de Fer et la place du 19 mars. C'est un énorme environnement urbain qui a, ayant été entièrement retraité sur quasiment 4 km², est devenu complètement accessible. Après, il y a des secteurs, et je pense par exemple à un monsieur en chaise roulante avec qui je travaille énormément dans un quartier populaire, où on est sur une voirie qui est mixte entre l'espace public, l'espace privé du bailleur social, des trottoirs qui communiquent mal, etc. Et je pense que c'est encore sur ces sujets-là qu'il faut qu'on progresse. C'est donc dans la porosité, dans ce qu'on appellerait en matière de transport public le dernier kilomètre, si je peux le dire ainsi, dans chacun de nos quartiers. C'est une ville organisée autour de 10 quartiers, Évry-Courcouronnes, sur lesquels je pense qu'on peut très humblement encore progresser. Quelle a été votre politique en la matière depuis votre accession à la mairie ? Il se trouve que j'ai été élu d'abord en 2001, c'est il y a longtemps, il y a 25 ans, et j'ai été élu en même temps président du grand réseau de transport du secteur. Et donc ma politique, elle a été d'essayer de voir partout où il n'y avait pas d'accessibilité. Et donc je l'ai fait de 2 façons. D'abord en voyageant beaucoup dans le nord de l'Europe où ils étaient très en avance, notamment sur la question du transport public, y compris culturellement d'ailleurs, parce que nous en France par exemple on a des rampes électriques sur les bus qui assez souvent sont en panne d'ailleurs, parce que comme elles sont sous le bus, elles chopent toutes les saloperies de la route, et donc voilà. Quand vous allez dans les pays du Nord, c'est les usagers eux-mêmes qui ont des rampes manuelles et qui, quand il y a quelqu'un en difficulté sur un quai, c'est l'usager du transport qui lui-même déplace la rampe. Culturellement en France, malheureusement, c'est des choses qui n'existent pas. Mais bref, ça m'a permis de ramener cette idée de déployer. On était parmi les premiers en 2002, 2003, 2004, les rampes d'accès. Ensuite, parce que j'ai ouvert des sites un peu spécifiques sur certaines maladies, je pense notamment à la sclérose en plaques avec la maison Monique Mez, et donc des personnes avec beaucoup de difficultés à se déplacer, avec des fauteuils électriques extrêmement lourds, parce qu'on ne le sait pas, mais la lacune des fauteuils électriques est bien plus difficile à gérer qu'un fauteuil manuel. Et bien on a organisé pendant des années 2 à 3 visites par an, ensemble, piétonnes, où le maire, ses élus, avec celles et ceux qui étaient en fauteuil, écoutez, on circulait dans la ville pour essayer de repérer là où, dans leur parcours du quotidien, dans leurs besoins à eux, on pouvait éventuellement être confronté à des blocages. Donc on a essayé d'inventer, on a redéployé, mais je pense que toutes les villes l'ont fait, enfin j'espère, toutes les bandes au sol, je ne sais plus comment elles s'appellent exactement, mais qui permettent notamment à celles et ceux qui ont des déficiences visuelles de pouvoir se repérer à titre piéton. On expérimente aussi les messages vocaux, et ça aide énormément. Vous êtes là à côté de la grande gare d'Évry-Courcouronnes dans laquelle ça fonctionne plutôt bien. On a essayé de rester avec Mélinda notamment extrêmement à l'écoute de tous les problèmes, un peu comme on le fera en conseil de quartier, comme on le ferait avec les habitants en permanence, pour que, c'est pour ça que je citais cet exemple tout à l'heure de Monsieur Bolz, notamment dans une résidence du quartier des Épinettes, qui avait un problème spécifique avec sa copropriété. On a essayé de résoudre spécifiquement son problème à lui. Donc notre travail, c'est aussi d'être beaucoup à l'écoute de ces interventions qui peuvent être extrêmement ponctuelles. Et alors aujourd'hui, quels sont selon vous
pour l'avoir un peu pratiqué, quels sont les freins à une accessibilité complète pour tous les types de handicap? Alors, une accessibilité complète dans l'idéal, mais quels sont ces freins selon vous? Bon, d'abord, les freins, ils sont techniques et financiers. Appelons un chat, c'est-à-dire que quand vous avez une ville avec 300 km de route et 600 km de trottoir, il faut 20 ou 30 ans à une ville pour avoir réhabilité l'ensemble de son patrimoine de voirie, ce qui est assez légitime. Donc à la fois parce que les collectivités ont quand même de moins en moins de moyens et de plus en plus d'obligations, et ensuite parce que les voiries vieillissent, et que très souvent d'ailleurs, des villes comme les nôtres n'ont pas été construites avec l'application des règles, des lois qu'on connaît aujourd'hui, avec ce souci d'équité pour tous. Et donc on est dans des mesures de réparation à très très grande échelle. Donc la difficulté majeure, c'est un petit peu comme je l'ai connu par exemple pour le métro, c'est l'ampleur de la tâche, mais qui n'empêche pas encore une fois la volonté. C'est pour ça que je dis, il y a à la fois la capacité à prioriser et à écouter aussi au cas par cas. Vous savez, il y a des résidences, moi j'ai grandi dans les quartiers populaires de cette ville, il y a des résidences où il n'y a pas eu une seule personne en fauteuil roulant pendant 30 ans, et puis vous avez quelqu'un qui arrive en fauteuil roulant, et d'un seul coup, ça met en lumière que son patrimoine, son quartier, sa résidence n'est pas accessible par le trottoir, par le portail, par la taille des portes dans son appartement, etc., etc. Aujourd'hui que vous êtes candidat à votre succession, quelle est votre ambition ou vos propositions en matière d'accessibilité handicap? Écoutez, moi, je ne vais pas réinventer le fil à couper le beurre. C'est continuer. C'est continuer le travail qui est à l'œuvre, parce que si j'avais une grande ambition, ça pourrait vouloir dire que je n'en ai pas eu, et en tant que sortant, ce serait un problème. Donc c'est évidemment de poursuivre avec beaucoup d'humilité, d'être à l'écoute des difficultés que l'on peut rencontrer, et puis ne pas s'interdire, parce que c'est une ville un peu laboratoire, c'est une ville avec une université, c'est une ville avec 3 grandes écoles, notamment sur les questions numériques, etc. C'est peut-être aussi de voir avec l'intelligence artificielle, avec les moyens technologiques, qu'est-ce qu'on est capable peut-être par l'accompagnement de jeunes start-upers sur la ville, d'expérimenter aussi de nouvelles solutions. Je pense qu'il faut aussi qu'on soit très ouvert à ça. Une question pour finir. Vous êtes fixé un calendrier pour ces différentes choses. Vous êtes fixé une sorte d'agenda? Alors on n'a pas un agenda, on a un schéma directeur que l'on suit et dont nous devons, c'est un hasard du calendrier, mais dont nous devons faire le bilan, puisqu'il se terminera quelques semaines après les élections municipales. Et donc ça nous obligera, et ça c'est plutôt sain je trouve, à en faire le bilan. Là aussi avec humilité, qu'est-ce qui a réussi, qu'est-ce qui n'a pas réussi, et à initier donc le schéma qui lui succédera. Voilà. Il faut surtout avoir l'acuité de l'accessibilité dans tout ce que l'on produit de nouveau. Voilà, je pense que ça il faut le faire, et puis poursuivre inlassablement. Eh bien merci monsieur. Merci à vous. Maire candidat. Merci à vous. Alors va-t-il bénéficier de la prime aux sortants, puisque dans un sondage paru ce week-end, les Français se disent majoritairement satisfaits du travail de leur maire, affaire à suivre. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes et abonnez-vous pour ne rien y manquer.